Rebonjour pour ceux qui nous suivent et bienvenue sur le plateau de Big Media en direct de We Are French Touch, organisé par BPI France à la Maison de la Mutualité. Je suis Ariana von Walter-Yerso, fondatrice d'AVWH. Je suis ravie de vous accueillir sur ce plateau. Nous recevons une autrice, une auteure. Toutes ces choses à la fois. Oui. Qu'est-ce que vous préférez d'ailleurs ? Moi, je dirais écrivaine ou romancière. Voilà. Souvent. À succès, puis-je rajouter ? Ok. Pour votre premier roman, Mon mari. Maude Ventura, bonjour, on est très heureux, Maude, de vous recevoir. Bonjour. Alors, en préparant, parce qu'on a un petit peu préparé évidemment cette interview, vous m'avez raconté votre parcours qui a déjà débuté par des études tout à fait brillantes, avec un double cursus à l'école normale, puis en même temps HEC Paris, et un début de carrière à la radio. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, j'étais bonne élève et j'aimais étudier. Mais une question qui m'a beaucoup préoccupée pendant ma vingtaine, c'était qu'est-ce que je vais faire plus tard ? Parce que faire de longues études et être diplômée n'est pas un métier, c'est ce que j'ai découvert. Donc il y avait effectivement des études qui me portaient et qui me passionnaient, et en même temps une question assez brûlante sur ce que j'allais faire de ma vie. Comment s'est passée la bascule entre votre double cursus à l'école normale et en même temps HEC ? Vous saviez vers quel domaine vous aviez envie d'aller, ou vous êtes arrivé finalement à la radio, donc chez France Inter, un peu par hasard ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Non, c'était un peu par tâtonnement. J'avais des sujets qui me passionnaient et j'avais vite l'idée de suivre ce qui me faisait plaisir, parce que j'avais beaucoup travaillé pendant ma classe prépa et je me suis dit maintenant c'est un moment pour toi. Donc il n'y avait pas ce côté t'as fait HEC donc il faut que tu fasses ta césure en finance, en conseil et suivre la voie tracée. Je me suis dit c'est un peu le moment où j'ai fait mes preuves, maintenant je me fais plaisir. Donc j'ai suivi les domaines qui m'intéressaient. Et donc, on a cette année de césure, cette année de stage à HEC, ce qui est une grande chance, qui permet d'enchaîner beaucoup de stages. Et donc, j'ai fait notamment un stage dans une maison d'édition, parce qu'il y avait déjà cet amour de la littérature, des livres, un stage dans une école d'écriture qui s'appelle Les Mots, qui organise des ateliers d'écriture avec des écrivains, et puis un stage à la radio. Donc, je tâtonnais autour des sujets qui me plaisaient, à savoir la radio et l'écriture. Merci pour cette réponse. On a parlé avec les autres invités, les autres personnalités de la notion de formation. Alors, à évidemment appliquer sur les autres secteurs. En quoi votre formation vous a véritablement aidé, notamment quand vous avez travaillé à la radio et sur l'écriture des podcasts, avant évidemment d'arriver sur l'écriture de votre roman ? Justement, j'ai pas fait vraiment la formation qui collait à ce que j'ai fait plus tard. J'ai pas fait d'école de journalisme, alors que j'ai travaillé ensuite à Radio France. Donc il y avait toujours un petit peu ce décalage, mais c'était peut-être justement ce pas de côté, le fait que j'arrive avec une formation différente par rapport à mes collègues, d'avoir fait beaucoup de philo, d'avoir fait une école de management. Ça me donnait peut-être un autre regard et une autre approche. Mais le point commun dans tout ce que j'ai fait, c'était quand même l'écriture. La radio et le podcast est un média très écrit où il faut écrire énormément. Donc ma formation littéraire, où on écrit quand même des dissertations à gogo, était quand même un bon entraînement pour écrire. La spécificité de ces parcours d'excellence, c'est aussi de garder un œil ouvert sur toutes les possibilités qui s'offrent à vous après vos études. Oui, et c'était aussi une manière pour moi d'être ambitieuse. Et le slogan dont on se moque parfois un peu, mais qui je pense est très vrai d'HEC, c'est apprendre à oser. Et c'est vrai que c'est des écoles qui nous apprennent à faire exactement ce qu'on a envie de faire. Et je me suis dit, par exemple, quand je voulais faire un stage à la radio, et je ne connaissais personne à Radio France, je rêvais de France Inter, je pense que j'ai envoyé, sans mentir, 200, 300 mails à toutes les adresses Radio France que je recomposais, nom.prénom@radiofrance.fr, jusqu'à ce que je mette mon pied dans la porte et que je rentre. Et donc c'est aussi, on parle beaucoup du syndrome de l'imposteur, mais justement c'est
études m'ont donné une légitimité où je me suis dit mais en fait si je rentre pas par la porte je vais rentrer par la fenêtre et si ça m'intéresse je vais y aller et je trouverai un moyen d'y aller et donc ce côté dégourdi, un peu rentre dedans, un peu on va trouver une solution, finalement ça a collé bien à ce parcours un peu hybride. Et ce tempérament vous a accompagné après tout au long de votre parcours, de votre jeune parcours, disons-le. Tout à fait. Évidemment, Mon mari, un grand succès. On y reviendra après à ces sentiments de reconnaissance. Mais dans un premier temps, j'ai envie de creuser en fait votre expérience personnelle. En quoi a-t-elle influencé le processus d'écriture de Mon mari ? Mon expérience personnelle ou professionnelle ? Personnelle ? Personnelle en général et aussi peut-être professionnelle, mais voilà, les deux oui, les deux font sens. Je pense, en tout cas moi, j'écris avec mes sentiments, j'écris avec mes tripes, j'écris avec mon âme. C'est pas un essai et c'est pas un mémoire de philo, comme j'ai pu en écrire. Donc, forcément, j'écris avec mes sentiments, j'écrivais avec mon histoire, parallèlement à l'histoire d'amour que je vivais. Et c'est ce que j'aime dans le roman, c'est que c'est une écriture de l'intime. Pourtant, je ne suis pas dans l'autofiction et c'est pas une autobiographie, c'est vraiment une fiction et j'aime le roman. Mais même dans le roman, même dans la fiction, on met énormément de nous. Et donc, évidemment, ma vie personnelle a nourri ce roman et c'est pour ça que je trouve que c'est magnifique. Et en même temps, le roman protège. Parce que c'est l'histoire d'une femme qui a 40 ans, qui est mariée, qui a 2 enfants. À l'époque où je l'écris, j'ai 25 ans, j'ai pas de mari, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de maison. Et donc, cette mise à distance permet aussi de travailler l'exercice romanesque d'écriture. Et donc, oui, il y a mon expérience personnelle, mais c'est pas une transposition de... J'ai 25 ans et je raconte ma première grande histoire d'amour, par exemple. Mais de par vos études littéraires, est-ce que vous avez convoqué en référence des personnages qui vous ont marqué lors de vos études ? Oui, on le voit un peu. En fait, ce livre est un peu un condensé de toutes mes influences. C'est un bout de moi. Et il y a autant des références pop culture à Desperate Housewives, une série avec laquelle j'ai grandi, mais aussi Phèdre de Racine, qui est un classique que j'ai étudié quand j'étais en Cain. C'était à mon programme pour rentrer à l'ENS. Il y a aussi Pascal, qui est présent dans ces pages, qui est l'auteur sur lequel j'ai travaillé quand j'étais à Normal Sup. Donc évidemment, il y a un mélange de tout ce que j'aime, de tout ce qui est moi. Et je suis ce mélange entre du très mainstream et du très pointu, entre Marguerite Duras et Desperate Housewives. Et mon mari est juste au milieu. Cet éclectisme en termes d'écriture, vous l'avez également exploré lors de l'écriture de vos podcasts, La La La. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Et aussi la différence que vous avez pu apprécier entre l'écriture romanesque et l'écriture de votre podcast qui traitait déjà des rapports sentimentaux. Ce que j'aime beaucoup dans l'écriture romanesque, c'est l'autorisation d'inventer de la fiction, alors que dans mon podcast et dans tout travail journalistique, on a un devoir de vérité. Vous le savez, je pense. On ne peut pas dire n'importe quoi, on ne peut pas faire dire n'importe quoi. On doit s'en tenir à des faits. Et c'est quelque chose qui m'agaçait un petit peu, pour être honnête. Et ce que j'ai trouvé réjouissant dans l'écriture de mon mari, c'est précisément de pouvoir inventer et de pouvoir déformer la réalité, de partir par exemple d'une scène qu'on aurait vécue toutes les deux et un petit peu changer, dire mais en fait finalement elle était blonde, finalement elle était rousse, puis finalement bon elle n'a pas dit ça mais elle aurait pu le dire. Et en fait modifier votre discours pour le faire entrer dans mon roman. Ce que je n'ai jamais fait quand j'étais journaliste, et notamment dans le podcast La La La, où j'étais tenue de respecter la parole de mes invités, de ne pas la modifier, et de respecter la parole des personnes qui témoignaient aussi dans le podcast en racontant leurs histoires d'amour. Ça a nourri aussi, après, par la suite, votre matière littéraire, j'imagine. Oui, parce que je me nourris de ce que je vis. Et des personnages qui sont passés dans votre vie. Exactement. Et c'est ce que j'aimais dans mon travail, parce que maintenant je n'y travaille plus, mais à l'époque, ce que j'aimais, c'était être confrontée à tout un tas de personnalités. Le journalisme est un travail de la curiosité, je pense que vous serez peut-être d'accord. Et donc, en une journée, on voit des personnalités différentes, des chemins de vie, on est amené à faire des recherches. On est vraiment confronté à plein de mondes et plein d'univers. Et évidemment, c'est très nourrissant pour la pratique de l'écriture romanesque. Et donc, maintenant que je ne travaille plus et que je suis plus dans ce bain professionnel qui me fait rencontrer plein de personnages,
je dois aller les chercher différemment. Donc j'écoute maintenant énormément de podcasts. J'en écoutais déjà à l'époque, mais je passe mon temps à écouter des podcasts, à lire beaucoup, à regarder des séries, à continuer à me nourrir. Mais c'est vrai que pour se nourrir, être journaliste, c'est vraiment du pain béni. Alors vous écoutez, vous lisez, vous regardez, mais pas seulement. Ça me permet de parler de l'avenir. Maud Ventura, là vous êtes en cours d'écriture de votre prochain roman, votre deuxième roman. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Eh ben, il n'y a pas énormément plus que je vais pouvoir dire, à part que oui, je suis en cours d'écriture. C'est réjouissant, je pense que c'est ce que j'aime le plus, c'est écrire. Et je m'en rends vraiment compte là pour le deuxième que c'est une joie de me réveiller le matin et de me dire que je vais écrire aujourd'hui. Vraiment, j'ai des guillis dans le ventre, rien que d'y penser. Et donc oui, l'écriture continue et je suis presque terminée, on va dire ça. Quel est votre rapport ? Vous avez eu un immense succès, il faut le dire, pour votre premier roman. Comment on aborde la question du deuxième roman ? Comment on fait en sorte de ne pas se perdre en chemin, selon vos dires, c'est-à-dire avec tout un tas de propositions qui peuvent vous arriver en termes littéraires. Il y a quand même certainement une adaptation qui sera faite de Mon mari, mais à quel moment on se pose et on se dit « Bon, allez, là, j'ai envie d'écrire le deuxième ». C'est une excellente question et justement, je ne sais pas si j'étais la meilleure à ça. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on a un succès, d'un coup, le téléphone sonne, d'un coup, on a 1000 propositions. Et évidemment, on a envie de dire oui à tout, parce que les années qui précédaient la publication de mon roman, c'est moi qui frappais avec mon pied dans les portes pour ouvrir des portes pour que des choses se passent. Et là, c'est l'inverse. On vient à moi, et donc la tentation, c'est de dire oui à tout. Et là, le problème, c'est peut-être de se perdre en chemin et d'oublier de se remettre à l'écriture et c'est vraiment trouver un équilibre entre son projet aussi principal et ce que j'appelle mes side projects qui doivent continuer à me nourrir et en même temps ne pas empiéter sur ma direction. C'était vraiment un exercice d'équilibriste et j'ai pas vraiment encore trouvé la solution et c'est encore un sujet assez brûlant pour moi de bien trouver un dosage entre être là aujourd'hui avec vous et écrire mon deuxième livre. C'est globalement, vous avez vécu un succès assez incroyable, comme peu le vivent. J'imagine que vous vous en rendez compte. Cette question de la reconnaissance, à la fois du monde littéraire, mais également du grand public. Peu d'auteurs l'ont. Quel est votre rapport à cela, cette notoriété et surtout, au-delà de la notoriété, la reconnaissance ? Je pense que la notoriété, ce qui est génial en littérature, c'est qu'elle n'existe pas vraiment. C'est-à-dire qu'on peut être très nombreux à avoir lu mon livre, mais personne ne me reconnaît. Je peux continuer à faire mes courses à Carrefour. C'est quand même assez fou pour être précisé, alors que je pense que dans d'autres domaines, notamment la télévision ou les actrices, elles ont un succès et d'un coup leur vie change, elles sont reconnues dans la rue, ou même j'ai des proches qui ont percé sur les réseaux sociaux, notamment grâce à TikTok. Et j'étais avec un ami dernièrement, on marche dans la rue, il s'est fait arrêter 3 fois. En mode « Ah, mais c'est toi le mec de TikTok ». Et donc, forcément, là, je pense que le sentiment de la vie a changé, le basculement, la notoriété est palpable. Moi, dans ma vie, rien n'a changé. La seule chose qui a changé, c'est que concrètement, maintenant, j'ai le luxe et la chance de pouvoir me lever et écrire. Et que ça soit mon activité à plein temps. Donc ça a changé, mais ça n'a pas changé ma vie quotidienne. Et donc ça, c'est assez fou. Et ça me laisse le temps d'écrire le deuxième tranquillement. Et la reconnaissance, c'est un cadeau immense. Et pour moi, c'est le plus beau cadeau, que ça soit à la fois du côté plus institutionnel, des prix littéraires, du milieu littéraire, mais aussi du grand public, parce que je pense que la littérature, c'est exactement la rencontre des deux. C'est des critiques dont c'est le métier, c'est la reconnaissance d'une profession, et c'est en même temps, à la fin, des lecteurs qui lisent ce livre et qui vous font des retours. Donc c'est une grande chance, mais je dirais que ma plus grande chance, c'est simplement de pouvoir me lever le matin et écrire. Pouvoir vivre de votre art et de votre écriture. Exactement ça. Oui, c'est ça. C'est de pouvoir faire en sorte que le matin, je me lève pour faire ça. Ça, c'est le luxe. C'est le vrai luxe. Il est exactement là pour moi. Bon, merci Maud Ventura. Merci quel plaisir. Alors, pour chaque interview, à la fin,
nous vous demandons quelle est votre recommandation culturelle, qu'elle soit insolite ou classique, une exposition, un festival, une série, un livre aussi, pourquoi pas, ou une chanson. Quelle est-elle, cette recommandation ? Alors justement, ça va être du côté du mainstream. J'ai choisi la série Voleuse sur Netflix. Enfin, la série, non, c'est un film réalisé par Mélanie Laurent qui vient juste de sortir au moment où on en discute. Et pour moi, c'est précisément la rencontre d'une série très grand public. Et pourtant, je ne sais pas si je dis, il faut vraiment dire et pourtant, mais parfaitement réussie. Et j'ai beaucoup ri, j'ai trouvé ça drôle et je trouve ça très dur de faire rire. C'est un exercice difficile. D'ailleurs, il y a beaucoup d'humour, je crois, dans mon premier livre. Et c'est pas si simple d'aller sur la ligne de l'humour. Voleuse, j'ai trouvé ça drôle. J'ai trouvé ça grand public. J'ai trouvé ça intelligent. Et j'ai trouvé ça à la fois très parodique des films d'aventure. Et en même temps, il y a 12 niveaux de lecture. N'importe qui, peu importe son amour ou non du cinéma, va passer un bon moment. Et donc, pour moi, c'est un 10 sur 10. Ce qui rejoint également votre œuvre, c'est la thématique du féminin. Exactement. Femmes. Exactement, du féminin, des femmes, de l'humour, de personnages complexes et aussi de ne pas se tromper de positionnement. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ? Là, il faisait une comédie, grand public, qui parodie les films d'aventure, à la Mission Impossible. Dans ce segment-là, pour faire exactement ça, c'est 10 sur 10. Et je trouve ça parfait. Merci Maud Ventura de nous avoir accompagnés sur ce plateau Big Media. Merci encore. Merci à vous. Et à très bientôt. Et on a hâte de lire le deuxième. J'y travaille. Merci. Merci.